à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de l'évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici, nous allons voir les mécanismes de l'évolution. Ok. Alors oui, vous allez me dire, bah effectivement, c'est une question à bien se poser. Bah comment en fait des individus d'une même espèce peuvent évoluer. Ok. Voilà, parce qu'on avait vu qu'ils pouvaient augmenter, diminuer en nombre, apparaître ou bien disparaître. Ok. Mais concrètement, comment des espèces, enfin des individus d'une même espèce peuvent évoluer différemment. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors, dans le temps, il y a quand même eu différentes personnes, ok, différents scientifiques, qui ont formulé des théories par rapport à ça, ok. Donc, d'ailleurs, pendant ces 2 premières minutes, on va essayer de définir ce que c'est qu'une théorie et de voir la différence entre la théorie et la croyance. Très important que vous compreniez ça maintenant, comme ça au moins, ça va être parfait. Alors, une théorie, c'est un ensemble de lois, de principes ou bien de règles scientifiques qui sont établies afin de démontrer quelque chose, ok. Ça peut être afin de démontrer quelque chose, ça peut être afin aussi également de décrire un fait et de l'expliquer, ok. Ça, c'est la définition de la théorie. Maintenant, la croyance, c'est quoi? Une croyance, en fait, normalement, vous savez déjà, plus ou moins. Une croyance, en gros, c'est quelque chose, ok. Donc, c'est un peu comme la théorie. Enfin, en fait, c'est un peu comme la théorie, mais on va dire, on va y croire forcément, mais sans de preuves, ok. La théorie, elle, on a besoin de preuves, on a besoin vraiment d'explications, de rentrer dans les détails, tandis que la croyance, on y croit sans preuve, ok. Voilà, on y croit sans preuve, et du coup, c'est ça la différence qu'il y a entre la théorie et la croyance. C'est que la croyance, elle, ça peut être un ensemble de préceptes, de conditions, ou bien d'explications afin d'expliquer quelque chose. Mais, je veux dire, on va y croire sans forcément preuve, ok. Par exemple, je n'ai pas envie de citer de religion, mais quelqu'un va croire à Dieu, par exemple, il n'aura pas besoin de preuve pour croire que Dieu existe. Euh, mais en revanche, pour croire que l'évolution c'est bien une théorie, tout ça, ou bien pour croire que tout simplement on a les espèces en fait se sélectionnent tout ça dans la nature, là on a besoin d'explications, ok. Et justement il y a eu plein d'hommes dans l'histoire, enfin plein, je vais en citer trois principalement, qui ont eu l'idée de faire des théories, ok, de faire des théories sur l'évolution et plus précisément sur la sélection naturelle. Alors du coup, on va commencer par Georges Cuvier. Georges Cuvier, donc, il a vécu à peu près au 18e, 19e siècle. Et justement, lui, il a fait une théorie dans laquelle il dit concrètement que justement, il existe des caractères, donc chez les êtres vivants, chez un individu, qui vont résister à toutes les influences, ok. Non seulement, ils vont résister à toutes les influences, donc les caractères qui sont présents au sein d'un individu, mais ils vont donc résister à des influences naturelles ou bien humaines. Ok. Deuxième chose, il dit très clairement dans cette théorie aussi que les espèces restent fixes. Ok. Que seulement elles vont disparaître ou bien apparaître en fait s'il y a une grande catastrophe. Ok. Et sinon en fait elles ne changent pas. Ok. Ça c'est ce qu'on appelle la théorie fixiste. Alors très concrètement aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre de dire que ça c'est vrai. Ok. À l'époque, bien évidemment, avec les croyances et les religions, tout ça, on pouvait y croire. Mais maintenant, on ne peut pas y croire. Pour une simple bonne raison, c'est que l'on sait que même sans une grande catastrophe, eh ben, en fait, les caractères ne résistent pas à toutes les variations. Par exemple, quand vous faites une chirurgie des yeux, eh ben, les yeux après va changer de couleur. Ok. Il peut être à la base ton œil il pouvait être bleu, après il sera jaune. Ok. Voilà. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Mais tout plein de choses comme ça. Hein. Par exemple, l'été, ne serait-ce que l'été. L'été, tu peux être, on va dire, tout blanc, ok. Tu peux être blanc de peau, ok, de couleur beige, on va dire. Et après, tu vas bronzer au soleil, ok. Ta couleur de peau va changer légèrement, tu vas être plus foncé de peau, ok. Voilà, tu vas être moins clair, quoi, en gros. Donc vraiment, cette théorie, elle est fausse. D'ailleurs, petite 2 minutes là-dessus aussi au niveau des bronzages, tout ça, parce que chaque été, je vois toujours les mêmes bêtises. Déjà, si vous n'êtes pas habitué à faire des bronzages, allez-y tranquillement. Commencez pas à aller faire des bronzages tous 2 heures si vous n'êtes pas habitué, ok. Vraiment, faites des petits trucs, ok. Parce que sinon, après, votre peau, elle va pas assumer, tout simplement. On va être très honnête, la peau va pas assumer. Et du coup, vous risquez d'avoir des coups de soleil. Et quand on a des coups de soleil, après, ça provoque des cancers derrière. Et c'est pas jolie chose, ok. Et même après, quand on doit passer avec. Enfin, tu vois, quand tu dois passer à la crème pour calmer les coups de soleil, ça fait mal, ok.
Donc ça, ça prend des choses. De deux, au niveau de la crème solaire, attention, ne commencez pas à mettre 4 tonnes de crème solaire, ok? Un petit peu, ça peut être intéressant pour protéger la peau, mais pas trop. Parce que la crème solaire, je rappelle quand même qu'il y a des produits chimiques dedans. Donc, voilà, évitez de mettre trop de produits chimiques sur vous, ok? Parce que après, bah, pareil, ça peut déclencher des cancers, ça peut déclencher pas mal de choses, ok? Pas mal de choses qui sont néfastes, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à dire au niveau bah, des bronzages, ok? Tout ça pour dire donc que la théorie de Georges Cuvier est complètement fausse, hein. Des espèces, enfin, même un individu peut varier en fonction des influences, donc que ce soit environnementales ou même humaines, hein. À la puberté, bah, votre individu ne sera pas le même que quand il était enfant spécialement. Et même plus grand, il ne sera pas exactement le même que quand il était plus petit, logique. Bon, maintenant on va aller prendre une autre théorie, Jean-Baptiste Lamarck. Bon, Jean-Baptiste Lamarck, qu'est-ce qu'il dit très concrètement? Jean-Baptiste Lamarck, donc, il dit très clairement que lui, eh ben, euh, il a pris l'exemple de la girafe, et donc il a dit très clairement que le col de la girafe, c'est tellement allongé que justement, et ben maintenant, sa tête a pu être élevée et atteindre 6 mètres de hauteur. Ok. Il a dit également très clairement dans cette théorie que justement, et ben, ces variations, donc ces changements, et ben, pouvaient se faire selon les besoins de la girafe. Ok. La girafe avait besoin d'augmenter sa taille, donc du coup, et ben, ça s'est fait. Ok. Et donc il dit également que ces changements qui ont lieu, donc ces erreurs, ces mutations, et ben, peuvent se faire, ça répond spécialement à un besoin. Ok. Alors déjà d'une, Jean-Baptiste Lamarck, j'aimerais te dire un truc, bon, tu es plus vivant, mais ta théorie est fausse. Voilà, comme Cuvier, la théorie est fausse pour une simple et bonne raison, c'est que les mutations, déjà d'une, je vous rappelle le pourcentage, il y a des mutations qui sont bonnes et des mutations qui sont pas très bonnes, ok? Des mutations avantageuses et des mutations non avantageuses. En général, une mutation, quand même, c'est pas très avantageux à 90% à peu près. Et vous avez 10% des mutations qui sont avantageuses, ok? Donc c'est pas énorme déjà d'une. De deux, une mutation, ça se fait au hasard. Je vous l'ai répété beaucoup de fois dans ce chapitre, mais vraiment, l'évolution, c'est un peu du hasard quand même, ok? Donc, du coup, vraiment, et bah, la mutation se fait, mais je veux dire, elle se fait sur plusieurs. Enfin, déjà, elle va se faire sur plusieurs espèces, ok? Il va falloir attendre peut-être plusieurs générations, mais en plus, non seulement ça va se faire au hasard, ok? Et ça ne sera pas toujours avantageux d'ailleurs, ok? Et, alors, un petit peu c'est bien, mais trop. Donc, si la mutation elle est trop forte, ça peut ne pas être viable, ok? Il peut y avoir des gros problèmes. Donc vraiment, Georges Cuvier, c'est pas possible. Enfin, la théorie de Jean-Baptiste Lamarck, c'est pas possible, ok? Vous pouvez pas tout d'un coup muter en une seule vie, ok? Il faut attendre la génération suivante, peut-être pour espérer voir une mutation. Et la mutation, je vous dis, c'est 10% de chance qu'elle soit bien. Sinon, après, 90%, c'est nul. C'est chaotique. Bon, maintenant, on va tout simplement parler de Charles Darwin, ok? On va prendre la théorie de Charles Darwin. D'ailleurs, euh, ceux qui sont dans mon collège, vous avez été pu constater, les profs de SVT et même de maths, donc au rez-de-chaussée, ils ont un nom à chaque salle, ok? Voilà, la salle de la prof de SVT, que je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas demander si vous voulez, mais un prof de SVT, sa salle, donc c'est Charles Darwin. Il y en a une autre, donc celle que j'ai cette année, c'est la salle Pasteur. Et la prof de maths que j'ai en option sciences, la salle qu'elle a, c'est une salle Pi, ok? Voilà. Donc, ces salles-là, elles ont un nom particulier, enfin particulier, parce que tout simplement c'est dû à des scientifiques ou bien à des choses mathématiques. Ok. Voilà, c'est pas pour plaisir. C'est vraiment, enfin, si c'est pour plaisir aussi, mais je veux dire, c'est pas n'importe comment. Voilà, ça que je veux dire. C'est pas choisi au hasard. Donc, Charles Darwin. Charles Darwin, lui, il est né plutôt au 19e siècle, ok. Voilà. Et donc, il a fait une théorie vers 1859, où il raconte quoi? Il raconte justement. Dans cette théorie, en fait, il dit très clairement que déjà un caractère possède une certaine variabilité génétique, ok? Ce qui est totalement vrai, bien évidemment, puisque vous n'allez pas, enfin, en fait, au cours d'une vie, vous allez beaucoup changer, ne serait-ce qu'un être humain. Au cours d'une vie, il n'est pas pareil que quand il était petit, hein. Moi, je me rappellerai toujours quand j'étais petit, je suis relou, mais vraiment, je suis vraiment relou. J'étais casse-tête. Maintenant, on va dire, je me suis un peu amélioré. Bon, je ne sais pas que je suis le meilleur des meilleurs. Je sais qu'il y a beaucoup mieux que moi en termes de gentillesse, tout ça, mais par rapport à quand j'étais petit, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais relou. J'ai pas de honte à le dire, hein. C'est vrai que enfin, en tout cas, dans mon cas, quand j'étais petit, j'étais relou. Il y a des cas, c'est l'inverse. Il y a des gens, quand ils étaient petits, ils étaient relous. Enfin, pas relous, justement, ils étaient calmes, sympas, et après, quand ils grandissent, ils deviennent relous, ok? Bon, voilà, c'est dû à des caractères qui varient, ok?
Alors en plus, si on parle des hormones, tout ça, c'est encore pire, ok. Donc vraiment, un caractère, il possède une certaine variabilité génétique, ok. Au sein d'une population, justement, bah, on va avoir un caractère, mais qui sera pas exact, mais qui va pas s'exprimer pareil, ok. Déjà d'une. Et selon lui, certaines variations, donc, peuvent être positives, ok. Donc, elles peuvent être plus avantageuses que d'autres, selon le milieu donné, en fait, ok. Et c'est cette conservation des variations favorables et la destruction de celles qui sont nuisibles, justement, que cette théorie, pardon, il a nommé la théorie de la sélection naturelle, ok, ou bien de survivance au plus apte. Alors, il a pris l'exemple d'oiseaux, ok, pour appliquer sa théorie, et donc il a pris deux pinsons, ok, un pinson à gros bec et un pinson en fauvette olive, ok. Donc le pinson à gros bec, eh ben, il a un gros bec très puissant qui peut écraser de très grosses graines durées, tandis que le pinson fauvette olive, lui par contre, il peut chasser activement les insectes, ok, à la surface des plantes et prélever aussi le nectar des plantes grâce à son bec qui est tout fin. Voilà. Donc justement, et Darwin en fait, pour comprendre encore mieux pour faire encore mieux sa théorie, il a tout simplement comparé les espèces de pinsons, des îles Galap, et donc il a vu que certaines espèces justement ne se trouvaient que sur une île. Des différences justement entre ces espèces portaient sur la taille et la forme de leur bec, qui étaient adaptés en fonction en fait des aliments qui étaient disponibles ou pas sur l'île. Ok. Et ensuite, il y avait également donc dans le passé un groupe de passants qui est venu sur le continent sud-américain, ok, et qui s'est installé donc sur les différentes îles Galops, ok. Et à partir de cette population originelle, les populations ont pu évoluer et donner tout simplement la diversité aujourd'hui que l'on peut observer. Ok. Donc très concrètement, voilà. Ça c'est la théorie qui serait le plus acceptable aujourd'hui, puisque c'est vrai, bien évidemment, que les espèces, quand elles passent d'un continent à l'autre, et ben d'abord, elles doivent s'adapter en fonction de la ressource qui sont présentes. Voilà. De deux également, au niveau des caractères, il y a bien une petite variabilité génétique en fonction des caractères. Et aussi au niveau de ces caractères, donc, et bah, les caractères, les variations qui sont positives, donc avantageuses sur le milieu, sont plutôt bien conservées, tandis que celles qui sont nuisibles, elles sont détruites. Ok. Même vous, hein, les êtres humains, on va pas mentir, on fait quand même de la sélection naturelle. C'est-à-dire si on trouve une meuf, enfin les gars, on va prendre l'exemple des gars, parce que je suis un gars, et donc ça va être plus intéressant si je prends l'exemple des gars, parce que si je prends l'exemple d'une meuf alors que je suis un gars, on va pas bien comprendre. Ok. Si j'aurais été une meuf, j'aurais pris l'exemple d'une meuf. Mais là, bon, je suis un gars, donc je prends l'exemple d'un gars. Un gars, voilà. Vous faites tous la sélection naturelle. Si vous en rendez pas spécialement compte. Un gars, quand il va tomber en crush sur une meuf, c'est pas un peu. En fait, on a du mal à l'expliquer avec des mots, on va dire, rationnels, mais c'est pas non plus au hasard, quoi. En fait, c'est qu'il fait de la sélection. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Et qui fait qu'il va tomber en crush sur quelqu'un, ok. Alors oui, tomber en crush, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu comme si je disais tomber amoureux, quoi. C'est un peu le même délire. Bon, on va dire tomber en crush. Voilà, pour s'adapter au langage. Mais pour les plus vieux qui me regardent et qui ne comprennent pas le langage tomber en crush, du coup, voilà, je vous fais la traduction, ça veut dire tomber amoureux. C'est la même chose, ok. Tomber amoureux ou bien, voilà quoi, avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, donc un garçon, quand il va tomber en crush sur quelqu'un, vraiment, ça ne sera pas au hasard en fin de compte. C'est qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire. C'est qu'il y a un caractère chez la meuf, justement, qui tombe en crush. Alors c'est pareil aussi, je dis meuf, mais en fait, ça veut dire fille ou bien femme, c'est la même chose. Voilà. Mais je dis ça pour les plus vieux qui me regardent. Voilà. C'est juste que j'aime bien parfois m'adapter aussi au langage, quoi. Que j'explique pas qu'à des vieux. J'explique aussi à des jeunes, donc il faut s'adapter. Un peu aux deux. Et voilà, le gars va tomber amoureux de la meuf, en fin de compte, et il y aura quand même, comment dire, c'est qu'il y a un caractère qui lui plaît. Obligé, il y a un truc qui lui plaît. Alors parfois on l'explique, parfois on n'arrive pas à l'expliquer. Moi, dans certains cas, j'arrive à l'expliquer. Et il y a des cas vraiment, j'arrive pas à l'expliquer, c'est qu'il y a un truc vraiment. Enfin, ça te prend quoi? Ça te prend vraiment au fond du cœur. Enfin, bon, voilà. Et du coup, après, voilà, tu tombes amoureux de la meuf, t'es en crush sur la personne. Alors que pourtant, voilà, elle a rien de spécial, c'est juste que, il y a un caractère tête qui s'exprime bien, que t'aimes bien chez elle et qui fait que t'es en crush sur elle, quoi, tout simplement. Ok. Donc voilà, ça, la sélection naturelle, même les humains en ont fait, faut pas croire. Hein. Donc, arrêtez de dire la sélection naturelle, c'est que pour les animaux, non. Ça existe aussi chez l'être humain. Voilà, l'être humain est comme ça. Hein. Nous aussi, on classifie un peu. On fait de la sélection naturelle.
Évidemment, les mutations, enfin, les personnes moches, déjà, ils vont te critiquer, hein. Mais les personnes que l'on considère, entre guillemets, comme moches, voilà, je vais dire ça comme ça, et bah, elles, malheureusement, seront souvent mises de côté, ok. Voilà. De même, les personnes que l'on considère comme belles ou beaux, et ben justement, seront plus avantagées, ok. Voilà. Alors, bien évidemment, un mec ou une meuf peut être beau ou belle pour quelqu'un, mais ne sera pas beau ou belle pour quelqu'un d'autre, ok. On va être très honnête. Moi, mettons, je tombe en crush sur quelqu'un, bah, moi j'aime bien, elle paraît belle et tout pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, elle n'apparaîtra pas belle, tout simplement, ok. Voilà, et puis il faut savoir aussi que quand tu, enfin, en tout cas, si je casse l'être humain, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, ok, ou que tu aimes bien quelqu'un, donc ça c'est une étude qui a dit ça, hein, c'est scientifique, et bah quand tu tombes amoureux de quelqu'un, que tu aimes quelqu'un, justement, la notion de jugement, tout ça, tu l'as, comment dire, elle est un peu flottée, ok. Donc du coup, bah, tu juges moins facilement les aspects négatifs de la personne. T'arrives moins à les voir. Voilà, bon, j'ai un peu dérivé, mais c'était pour tout simplement que vous compreniez la théorie de la sélection naturelle. Vraiment, on conserve les avantages qui sont bah, bien avantageuses, hein, voilà. Et en revanche, les variations qui sont moins avantageuses, malheureusement, on les conserve pas, ok. Et on s'adapte vraiment selon le milieu de vie où on est, ok. Et bien évidemment, bah, ceux qui s'adaptent moins bien, bah, pareil, eux, ils survivent pas, quoi, ok. Bon, maintenant, donc, pour vous montrer encore un autre exemple, voilà, parce que j'ai pris les humains, mais on va prendre des souris. Donc voilà, deux types de souris qui vont, enfin, qui vont tout simplement survivre dans deux milieux, ok. Donc, voilà le tableau. Donc, deux types de souris, vous avez des souris au pelage sombre, des souris au pelage clair, et donc ils vont survivre dans deux milieux. Milieu A, sol constitué de lave sombre, et milieu B, plutôt sol constitué de roche claire, ok. Alors du coup, bah, les souris qui sont au pelage sombre dans le milieu A, forcément vont survivre plus longtemps, hein. Il y a 99, il y a 89% de survie, tandis que les souris au pelage clair vont moins bien survivre dans ce milieu A, ok. Puisqu'elles sont claires, elles sont plus facilement remarquables par les prédateurs, ok. Voilà, voilà. Donc il y a seulement 11% de survie des souris claires. En revanche, dans un milieu B, où le sol est constitué de roches claires, et bien là, les souris au pelage sombre, ils ont très peu de chances de survie, 9%, tandis que les souris au pelage clair, et ben, ils ont une très très grande chance de survivre. Donc là, on peut vraiment voir que, bah, voilà, voilà, en fin de compte, les espèces doivent vraiment s'adapter au milieu où ils sont, ok. Donc, en fin de compte, c'est la sélection d'une allèle qui va faire que, bah, on va pouvoir survivre dans le milieu en question, ok. Donc là, si c'est la sélection d'une allèle qui est remise en question, pour survivre dans un milieu ou bien dans la nature, en fait, eh ben, on parlera également de sélection naturelle, ok. La sélection naturelle, en fait, c'est la sélection d'une allèle qui est mise en jeu pour que vous puissiez survivre dans un milieu donné. Voilà, donc c'est tout pour le tableau du document 4, donc qui nous laisse, enfin, en fait, avec les différents milieux. Maintenant, nous allons tout simplement conclure la vidéo qui commence à faire un peu longue, désolé pour ça, mais voilà, il y avait pas mal de choses à dire dans cette vidéo, qui, je sais, est très dense. Mais donc là, on va parler de la fréquence de groupe sanguin B au sein de l'espèce humaine dans le monde, ok. Donc ça va de 0 à 30%. Bon, sur cette carte, on peut voir très clairement que bah, les groupes sanguins, en fait, ils sont un peu répartis de façon complètement aléatoire. C'est-à-dire, on a grossièrement en Amérique, on a 0% de groupe sanguin B. En Europe, grossièrement, on est à 10-20%. Quand on va vers l'Asie, on est plutôt dans les 30%, 20-30%. Afrique, ça c'est variable, c'est-à-dire sur le nord, on est à peu près vers 20%, voilà. Et 20-30%. Et vers le sud, on est plutôt sur 20%, ok, 20 voire 0%. Et en Australie, il n'y a quasiment pas de personnes de groupe D. Donc, bah là, très clairement, bien évidemment, on peut voir que la répartition des allèles, donc des allèles du groupe sanguin B, est complètement aléatoire. C'est-à-dire, on en a beaucoup, par exemple, en Asie, et on n'en a pas du tout en Amérique ou en Australie. Donc déjà, cette répartition des allèles est complètement aléatoire, du fait de la combinaison, bah, en fait, des allèles qui se fait au niveau de la reproduction, tout ça. Mais elle est complètement aléatoire aussi bah, du fait des allèles qu'il y avait avant. C'est-à-dire si avant votre père était groupe sanguin A, vous avez des chances que vous soyez encore de groupe sanguin A. Ok. Donc vraiment, et ben voilà, voilà, cet allèle B vraiment va se répartir de manière inégale au sein des différentes bah, tout simplement populations. Tout simplement parce que voilà, c'est complètement aléatoire. C'est vraiment complètement aléatoire en fonction des populations déjà où vous êtes issu en fait. Par contre, cet allèle B ne confère pas spécialement d'avantages particuliers, hein,
dans un milieu de vie. Et seul le hasard, justement, explique cette répartition. Ok, c'est vraiment du hasard cette affaire. D'ailleurs, aussi au niveau du groupe sanguin B, quand vous êtes groupe sanguin B, vous n'avez pas d'avantage particulier, mais vous avez quand même un truc qui est pas mal aussi quand vous êtes groupe sanguin B, c'est que vous ne sentez quasiment pas la sensation de vomir. Ok, la sensation de vomir, vous la connaissez pas. La gastroentérite, pareil, vous, quand il y a gastroentérite, vous en foutez, parce que vous pouvez pas l'attraper, tout simplement. Et ça, vraiment, c'est très bien. D'ailleurs, je vous envoie un petit peu pour ça. Voilà. Donc sur ce, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balance à toi en mathématiques et en sciences.